Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon après-midi, bonne soirée, en fonction de où vous vous situez. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons donc avoir ce lancement en ligne d'une initiative avec des histoires très inspirantes de femmes du monde entier impliquées dans la restauration écologique. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir voir le genre de travail et le genre de choses qui se passent quand les femmes mènent ce genre de travail. Nous avons, nous allons avoir donc à peu près une heure ensemble et nous allons donc commencer avec peut-être juste quelques règles de base pour cette réunion. Comme toujours, on vous demande, vous qui participez, de garder votre micro euh, fermé. Nous avons une interprétation pour cette session en français et donc je vous invite à utiliser l'icône de globe en bas à droite de l'écran et de choisir le canal que vous souhaitez écouter. Nous allons enregistrer cette réunion et il va être également transmis en direct sur YouTube. Si vous avez donc loupé cette réunion, vous pouvez rattraper en allant sur la chaîne de Women for Biodiversity sur YouTube. Et vous pouvez évidemment partager cette session avec vos collègues et vos amis. Pour la session, pour ce qui est questions-réponses, je vous invite à intégrer ça dans le chat. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat et nous ferons en sorte d'y répondre. Et donc, nous avons Rina Lini-Rai ici avec nous, qui est donc la directrice de Women for Biodiversity et qui travaille donc sur le plaidoyer et les politiques d'égalité de genre et les droits des femmes et des filles et la justice environnementale. Elle a travaillé dans les gouvernances environnementales pendant de nombreuses années, notamment avec les droits des communautés locales et autochtones. Et je vais maintenant inviter Marina Lini à démarrer cette session avec nous. À toi, Marina Lini. Merci, Shruti, et merci à vous qui participez aujourd'hui à cette session. Donc, il est important d'avoir ce lancement en ligne. Comme vous le savez, nous reconnaissons que les femmes jouent un rôle important dans les initiatives de conservation, y compris la restauration. Et donc, ce projet a été euh, mis en place pour répondre à un certain nombre d'aspirations du CDB, donc la Convention sur la diversité biologique, en ligne avec les résultats qui sont sortis de la 15e conférence des parties de la CDB à Montréal. Une des cibles du cadre mondial pour la biodiversité, c'est notamment la restauration. Et la cible numéro 23, qui parle de l'égalité de genre. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de construire un réseau ou une communauté de pratiques et on va pouvoir partager plus d'éléments là-dessus aujourd'hui. Mais Women for Biodiversity a démarré ce projet et pendant 3 ans, l'idée, ça a été d'amener ensemble une communauté de pratiques, d'initiatives de restauration avec un focus sur l'amplification du rôle et des aspirations des femmes dans ces processus.
dans différents écosystèmes. Et donc, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour pouvoir avoir, offrir cette plateforme pour nos présentatrices et pouvoir apprendre de leurs expériences. La vision que nous avons avec ce webinaire, c'est d'amplifier le travail de nos partenaires, également avec l'idée que c'est effectivement eh bien, la réalité de terrain qui est, euh, qui est vécue au jour le jour par les communautés. Et on voudrait s'assurer que ces initiatives, ces modèles de résilience et ces femmes qui sont des agents du changement soient reconnus et soient soutenus, mais également que ces pratiques soient amplifiées et puissent être partagées, parce que j'ai l'impression que souvent, quand nous parlons de conservation de la biodiversité, certaines dimensions manquent au débat. Et je l'espère, ces pratiques qui sont partagées et mises en lumière aujourd'hui pourront être vues comme des initiatives inclusives qui contribuent à la vision du CDB. Pas seulement pour la conservation, mais aussi pour l'utilisation durable, mais aussi pour le partage juste et équitable et toutes ces dimensions du CDB. Et nous espérons pouvoir mettre en lumière que ces pratiques eh bien, contribuent donc aux objectifs du CDB. Et je suis également, j'ai hâte de pouvoir apprendre plus de nos partenaires. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons aussi des mises à jour à partager avec vous à la fin de la session. Mais voilà, merci à toutes et bienvenue. Merci Mrina Leni pour cette introduction. Je vais aussi demander à celles et ceux qui nous ont rejoints de partager une petite présentation. Présentez-vous rapidement, peut-être dans le chat, pour pouvoir en apprendre plus sur vous. Peut-être votre nom et puis ce que vous faites et d'où vous travaillez, par exemple. Je vais donner une petite présentation globale du travail qui a été mené. Donc, ça a démarré en 2021 avec, avec un projet qui s'appelle Renforcer la résilience et intégrer des approches sensibles au genre dans la gouvernance de la biodiversité. Donc, une approche au niveau global pour s'engager avec les processus du CDB, donc la Convention sur la diversité biologique, pour rendre ces processus plus sensibles au genre. Et donc, il y a eu un certain nombre de dialogues, et notamment sur la manière de s'engager au niveau régional et national pour s'assurer que la sensibilité au genre soit discutée à tous les niveaux dans la prise de décision et les politiques, et notamment, encore une fois, au niveau local et régional, s'assurer que cette dimension soit prise en compte. Et, et donc, nous travaillons dans 6 pays différents euh, qui se trouvent dans différentes régions, donc les îles Salomon, le Cameroun, le Kenya, le Myanmar, l'Argentine et le Costa Rica. Donc, 6 différents pays qui sont concernés ici par les études de cas, euh, donc des projets euh, dans lesquels, eh bien, un travail de restauration écologique a été mené par des femmes et qui implique au total plus de 500 femmes au cours de ces 3 années euh, de projet.
Et ce genre de travail de restauration n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en cours. Et on essaie de voir dans ce projet comment, eh bien, ce processus a changé au cours du temps, quelles sont les priorités que les femmes ont pour ces perspectives de restauration de leur région, mais aussi de manière générale, qu'est-ce qui se passe quand les femmes mènent le travail de restauration, qu'est-ce que ça change au niveau des processus de restauration pour tout le monde. Donc ça a été vraiment le but de l'approche globale du projet, de comprendre comment on peut rendre pardon, la restauration des écosystèmes plus sensible au genre et plus inclusive. Donc d'un côté, on a la Convention sur la diversité biologique qui parle déjà de restauration avec le cadre mondial pour la biodiversité et la cible numéro 2, donc qui parle de la restauration des écosystèmes euh, avec un certain nombre d'objectifs chiffrés. Et, euh, et la restauration est aussi un focus particulier, par exemple, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Dans les prochaines années, en tout cas, et ça fait déjà quelques années que ça a commencé, mais il y a vraiment un focus énorme sur la restauration écologique. Et pourtant, on a l'impression que la question du genre et de l'égalité des genres n'a pas été adressée de manière suffisante à ce niveau. Et donc, l'idée ici, c'est d'avoir une conversation là-dessus, d'essayer de développer la conversation en se basant sur des preuves. Et ces preuves, eh bien, elles émergent donc de ces études de cas dont nous allons parler, par exemple, aujourd'hui, cette réalité de terrain. Ces preuves eh bien, montrent eh bien, qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui existent déjà, d'initiatives où les femmes sont incluses, où les femmes mènent le travail, où les approches sont sensibles au genre et des approches qui fonctionnent. Et donc, c'est voilà, juste pour donner une petite présentation globale de l'initiative. Donc, il y a un processus de restauration qui se focalise sur la revitalisation, pardon, de 4 écosystèmes clés, les forêts, les mangroves, les zones humides et les dunes, notamment. Et aujourd'hui, nous allons avoir 2 sessions. La première qui se déroule en ce moment même, euh, avec un certain nombre de partenaires qui va présenter. On a divisé par région, en fait, avec aujourd'hui notamment un focus sur l'Asie et l'Afrique. Et aujourd'hui, plus tard, nous aurons l'Amérique latine. Nous aurons donc notamment nos partenaires de Costa Rica et d'Argentine qui partageront leurs expériences. Et donc, je l'espère, vous pourrez participer également à cette session, à cette autre session. Donc, c'est un petit flashback de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide? Merci. Et on a trouvé que quand on intègre des approches sensibles au genre à la restauration écologique, eh ben, il y a un certain nombre de processus de transformation qui apparaissent, qui vont plus loin en fait que la restauration seule des territoires. Mais quand ces approches sont mises en place, eh ben, ça doit être notamment lié au mode de vie pour pouvoir avoir du succès avoir du succès.
Comme on le sait, la dimension économique est absolument cruciale dans cette thématique de la restauration. Et donc, nous avons vu un certain nombre d'exemples, et je ne vais pas révéler trop pour le moment parce que nos partenaires sont ici présents pour partager lors de cette session. Mais on a vu par exemple au Costa Rica un certain marché aux poissons qui ont été mis en place, et ça a permis au final, ça a permis pardon de renforcer aussi économiquement le travail, de soutenir économiquement le travail de restauration. Et donc dans ces zones clés où les femmes sont impliquées dans le processus de restauration, eh bien pour ces femmes, euh, il y a une complexité dans le processus parce que la restauration des territoires est liée aussi à la sécurité alimentaire, est liée à la question de l'identité, parce que les femmes sont traditionnellement celles qui ont collecté un certain nombre de produits et de ressources, et donc avec un lien particulier au territoire et à la complexité des processus sociaux sur place. Et donc tout ça, c'est lié avec la santé des communautés et de l'environnement. Et donc ce genre d'aspect doit vraiment être pris en compte, en particulier quand on parle de la restauration des écosystèmes, parce que cette restauration, elle a un lien direct avec une multitude d'autres dimensions. Et il faut adresser ces différentes dimensions. Les femmes, par exemple, sont plus enclines à planter des plantes médicinales, par exemple, ou de diriger le processus de restauration vers la sécurité alimentaire de la communauté et de planter des espèces natives. Il y a également la dimension de l'autonomie et de l'autodétermination. Pour ce qui est de la restauration écosystémique, ces processus permettent aux communautés d'affirmer leur autonomie dans leur propre territoire. C'est une preuve que ces communautés veulent protéger et conserver leur territoire. Et donc ces processus sont également des processus d'autodétermination. Lorsque la restauration prenait place, cela avait des impacts sur la jeunesse et cela les aidait à prendre conscience de ces transferts de connaissances qui prenaient place et à revitaliser des savoirs qui avaient été perdus. Et donc, la restauration de certains écosystèmes permettait de restaurer en même temps des savoirs liés à cette biodiversité. Les processus de restauration ont également permis un dialogue intergénérationnel. Et bien sûr, nous le savons toutes, la connaissance traditionnelle a vraiment été au centre de ces restaurations des écosystèmes. Ce sont ces systèmes de connaissances qui viennent soutenir la restauration parce que la connaissance des peuples autochtones et des communautés locales qui vivent dans cette région, ça doit être cette connaissance qui doit venir nourrir la façon dont la restauration va être mise en place. Parce que ce sont ces populations, ces peuples qui ont la connaissance des plantes, la connaissance des fonctionnements entre les milieux et qui connaissent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est cela qui, c'est très important de prendre cela en place et c'est même le plus important lorsque l'on veut restaurer l'écosystème d'une région. La restauration, avec la restauration de ces écosystèmes,
Nous avons aussi pu mettre le doigt sur la restauration d'un écosystème en particulier, mais nous avons pu voir que grâce à la restauration et aussi grâce à d'autres processus qui mènent à cette restauration, comme par exemple la sécurité alimentaire, les besoins d'autonomie, les dialogues intergénérationnels, le renforcement de capacité, la gouvernance, tous ces points-là permettent de planter des graines de réflexion pour que chacun apprenne et comprenne un peu mieux ce qui se passe. Et c'est ce qu'on veut dire par la pollinisation croisée et les échanges. Parce que ce sont ces petites conversations qui plantent des graines, ces échanges sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Lorsque cela passe d'une bouche à l'autre, d'une bouche à l'oreille, alors cela permet de faire de la cross-pollinisation. Donc, je ne parle pas seulement sur un site de restauration lui-même, mais aussi entre, par exemple, différents villages autour de ces sites. Et nos partenaires qui vont présenter aujourd'hui vont nous en dire plus sur ce point-là, certainement. Je ne vais pas passer plus de temps sur cette diapositive. On va donc passer à la suivante. Donc, voici des recommandations générales. Et ce sont des recommandations qui ont émergé de ces 3 dernières années où nous sommes assis pour discuter ensemble sur les recommandations qui pourraient garantir qu'il y a une approche sensible au genre dans la restauration des écosystèmes. Et donc, nous savons toutes et tous que ce sont des principes qui doivent... La recommandation, c'est que cette restauration d'écosystèmes doit se baser sur des principes d'égalité et d'équité. Nous savons aussi que pour qu'une restauration réussisse et soit durable, elle doit prendre en compte les systèmes de connaissances traditionnels écologiques. Nous savons aussi que cette restauration doit se faire en même temps que la reconnaissance des droits et la reconnaissance des droits fonciers, parce que les droits fonciers et la reconnaissance des droits, c'est le premier pas pour reconnaître le rôle pivot, le rôle déterminant des femmes dans la préservation et la restauration des écosystèmes. Aussi, vous le savez tous, la sécurité des modes de subsistance doit être partie intégrante de cette restauration parce que sans cela, ce ne sera pas durable. C'est un besoin crucial pour nous tous de comprendre que la restauration va de pair avec la sécurité des modes de subsistance parce que sans cela, nous fonctionnerons, ce serait comme fonctionner à nouveau sur le mode projet qui ne fonctionne pas de façon plus générale. Et aussi, une autre recommandation, c'est d'avoir une approche fondée sur les droits humains avec la participation et l'égalité, permettre l'accès à la justice également en en protégeant également les droits des défendeurs de l'environnement, faire face aux violences faites contre les femmes. Donc, ces points-là sont vraiment importants pour garantir que la restauration des écosystèmes réussit avec ces composantes-là. Vous avez aussi la partie sur des sources de financement flexibles, une participation libre, éclairée, entière et significative. Nous avons également aussi un point sur la politique publique, sur le plaidoyer et le lobbying. Ce sont des choses qui doivent se passer en même temps, en parallèle de la restauration, parce que c'est important d'informer, de sensibiliser, et cela permet de faire une approche de la base et non pas une approche pyramidale. Bien sûr, il faut aussi mettre l'accent sur la collecte de données quantitatives et qualitatives de façon désagrégée sur les femmes, mais aussi sur l'impact de la restauration sur les femmes pour comprendre que c'est en effet important la, les impacts disproportionnés
sur les femmes lorsqu'il y a une perte de la biodiversité. Et bien sûr, le soutien à la jeunesse et aux jeunes filles, parce que ce sont la génération future, ils vont être là dans le futur, il faut les aider à renforcer leurs capacités, leurs compétences. Ils ont besoin également d'apprendre des notions sur le leadership et de développer leurs compétences sur la façon d'articuler et, et de participer à des espaces qui permettent de faire ce travail-là. Sur ce, avec ces recommandations, nous pouvons passer à la diapositive suivante. Vous avez ici le QR code et nous allons également mettre le lien dans le chat sur les études de cas qui ont pris place dans le cadre de ce projet ici. Vous aurez des résumés globaux pour chaque étude de cas. Donc, rendez-vous sur ce site si vous avez du temps et nous espérons que vous allez pouvoir tirer profit, apprécier ces études de cas. Nous allons ensuite passer au présentateur. Notre premier panéliste, nous allons avoir Sunita Kwamsa. Elle est chargée du plaidoyer pour le groupe KESAN, le réseau d'action sociale et environnementale Karen. Depuis 2 ans, elle travaille avec les femmes Karen pour documenter et préserver la biodiversité dans le parc de la paix de Salween et elle est basée à Myanmar. Son axe de travail est la collaboration et la recherche avec les femmes. Sunita, je te passe la parole. Si tu peux te partager ton PowerPoint, tu peux prendre. Tu peux partager. Merci, Women for Biodiversity, d'avoir organisé ce webinaire. Merci de m'accueillir et merci à tous nos participants. Je n'ai pas besoin de me présenter comme tu l'as fait. Parfait. Je suis Sunita Kwamsa. Je travaille à un groupe de recherche sur les femmes et je travaille sur l'action sur l'environnement et la restauration de la biodiversité. Je voudrais expliquer comment ce groupe de recherche travaille avec une approche fondée sur les droits humains. Nous voulons insister sur la partie égalité entre les genres dans la restauration de ce site-là. Donc, pour donner un petit peu de contexte sur nos sites de restauration, donc, dans cette étude de cas, nous nous sommes concentrés sur des zones dans le nord du parc de la paix de Salween, dans le sud-est de Myanmar. Il y a eu différents travaux qui a été mené dans cette zone qui est la terre originelle de nombreuses personnes. Dans certaines zones, des, des contrôles ont été mis sur cette zone. Et ce sont des terres qui ont été gérées de façon commune. Et en 2021, le gouvernement central birman est rentré sur la région et a causé des conflits qui continuent toujours. Notre groupe de recherche avec les femmes fait des recherches au sein du parc de la paix de Salween. Le parc de la paix de Salween est une initiative de conservation qui a été initiée il y a quelques années et qui couvre 6000 km² approximativement. Et son objectif est de promouvoir l'environnement, promouvoir l'autogouvernance, la gouvernance autonome et de promouvoir la façon dont les peuples autochtones peuvent avoir un rôle de leadership dans la conservation. Le parc est une réussite parce que les communautés au sein de ce parc se gèrent de façon autonome. Et le parc de la paix est un exemple pour les initiatives de conservation menées par les peuples autochtones et les communautés locales.
la connaissance du groupe de recherche sur les femmes est importante pour la gouvernance environnementale parce que les femmes autochtones ont une connaissance unique et ont une perspective particulière sur l'environnement. Donc, au cours de notre travail, les femmes de ces communautés sont les femmes vers qui nous allons nous tourner pour qu'elles mènent cette recherche, parce qu'elles fonctionnent dans l'environnement de façon différente que les hommes. Elles ont beaucoup de connaissances sur les champignons, la botanique et les ressources halieutiques. Et elles ont donc une connaissance qu'il est important de garder, de diffuser. Et ce sont, grâce au groupe de recherche des femmes, les femmes ont pu prendre un rôle de leader en termes de connaissances environnementales au sein de leur village. Et ainsi, les communautés sont devenues plus fortes à ce niveau-là. Dans le processus de recherche, nous avons fait attention à utiliser des systèmes pour pouvoir évaluer les résultats et les effets. Et donc, nous avons voulu identifier les pratiques qui avaient été efficaces et les mettre en œuvre de façon, enfin, le cas échéant. Pour vous donner quelques exemples sur la façon dont le groupe de recherche des femmes a réussi son travail en termes de restauration, de travail de restauration. Dans la restauration dans le Selwyn Peak Park, nous avons pu voir que les femmes autochtones peuvent vraiment avoir un impact significatif et différenciant dans le travail de restauration. Par exemple, elles ont pu identifier les plantes médicinales principales et elles connaissent également les pratiques de soins liées à ces médecines. Elles savent également comment mieux protéger les habitats. Ils connaissent où poussent ces plantes et cela permet également de mieux comprendre les zones où se trouvent ces plantes-là et de mettre en place des protections adéquates. Et cela ne concerne pas que les plantes, mais aussi d'autres espèces animales comme les amphibiens et les poissons. L'étude sur la biodiversité a aussi, a aussi pu montrer quelles étaient les espèces endémiques. Et donc, toute cette information peut influencer les, les, les personnes en local sur leurs pratiques de pêche et leurs pratiques de récolte. Et cela permet donc de répondre à leurs besoins de communauté. Le groupe de recherche des femmes a aussi mené un projet de restauration avec des espèces natives en documentant également leur définition en termes social et culturels. Et donc l'idée n'était pas seulement de restaurer la biodiversité, mais de réunir la communauté et de faire vivre les liens de cette communauté avec leur environnement. En termes de biodiversité, on peut voir les impacts que cela a eu sur la communauté, sur la façon dont les jeunes filles vont avoir plus de respect pour l'environnement et elles vont également commencer à participer dans toutes les réunions et partager leurs connaissances. Et cela a donc été encouragé dans tous ces processus. Donc c'est juste un exemple pour montrer les différents, pour montrer que le travail de recherche avec les femmes n'est pas une option, mais c'est essentiel. Et j'aimerais que le travail mené par ce groupe-là soit un modèle pour d'autres projets. Donc c'est juste un exemple, car je pense qu'il y a des femmes dans le monde qui font un travail similaire et font aussi face à des défis avec, par exemple, les conflits et les ressources limitées. Et donc, elles rencontrent beaucoup de défis pour mener leur travail de restauration. Donc, pour donner mon dernier aperçu sur cette étude, je voulais dire que
influenceurs politiques et les leaders locaux, je voudrais les encourager à soutenir les initiatives menées par les femmes. Et nous devons également promouvoir des politiques qui intègrent les droits humains dans la gouvernance locale environnementale. Et nous devons inclure les femmes, respecter leurs connaissances, leur donner la place dans les espaces de discussion et permettre leur leadership, le leadership des femmes autochtones. Et donc, en faisant cela, nous pouvons non seulement soutenir le travail de restauration pour la planète et pour notre monde, mais nous pouvons aussi donner la place pour les femmes autochtones et construire un meilleur futur pour les droits humains et pour un monde durable. Et ce ne sont pas que des idées, mais la réalité pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci Sunita. Le travail que vous conduisez au Myanmar est vraiment fantastique. Ça montre aussi enfin, ça montre ce qui peut se passer quand les systèmes de connaissances spécifiques aux femmes sont utilisés euh, et valorisés de cette manière, parce que ça bénéficie à la conservation en général. Merci d'avoir partagé ces éléments sur votre expérience. Nous allons maintenant aller au Cameroun. Nous avons Blandina Benga avec nous. Blandine is- est une coordinatrice pour une organisation qui s'appelle Refacof, qui travaille notamment sur la restauration des mangroves et forêts côtières dans leur région. Blandine, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de nous entendre et de prendre la parole? Blondine, est-ce que tu es là? Euh, Blandine, Blandine, est-ce que tu es capable de ouvrir ton micro? Il semble qu'il y ait quelques problèmes techniques. Blandine, est-ce que tu peux ouvrir ton micro ou mettre un message dans le chat? En attendant, s'il y a des problèmes, Blandine, avec ta connexion, tu peux peut-être essayer de te déconnecter et de te reconnecter. Dans ce cas-là, on va avancer vers la prochaine présentatrice et on reviendra vers toi, Blandine. Nous avons, nous allons retourner au Pacifique, pardon, avec Aida, qui est coordinatrice du réseau de peuples autochtones des îles Solomon, donc le NIPS. Et donc, elle travaille sur le rôle des savoirs traditionnels sur le changement climatique et la conservation. Merci, Aida, d'être là avec nous aujourd'hui et je te passe la parole. Aida, est-ce que tu es là? Bonjour Shoti, bonjour à toutes. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, parfait. Merci pour l'opportunité de partager dans cette réunion notre expérience et je suis vraiment content de voir tout le monde. Je vais partager. Je pense pas qu'il y ait de présentation de slides, donc je vais juste partager mon expérience à l'oral de notre travail ici dans les îles Solomon, en particulier au niveau de nos sites de travail.
où nous avons mis en place le projet de Women for Biodiversity qui a été évoqué dans notre province. J'ai juste partagé notre expérience et certains retours que nous avons des communautés sur place et des femmes qui s'y trouvent, notamment dans la manière dont ces femmes peuvent s'engager dans la restauration de leur forêt. Donc, avec notre travail, depuis que nous avons commencé le projet, je peux vraiment dire que les femmes sur place ont appris un certain nombre de compétences pour ce qui est de leadership, notamment, en particulier dans des communautés où il y a un système matrilinéal, donc matriarcal, où, où les ressources et les terres sont détenues à travers une ligne maternelle. Et pourtant, les hommes dominent toujours dans la prise de décision, notamment pour ce qui est de l'utilisation des ressources dans la communauté. Mais depuis qu'on a commencé le projet, les femmes sur place, eh bien, se sont renforcées en termes de confiance et de leur capacité à faire du plaidoyer et à prendre charge d'un certain nombre d'éléments, notamment du travail de restauration avec les communautés. Nos femmes sont plus courageuses et elles ont été vraiment dans une position eh bien, de leadership. Ce sont les femmes qui mènent le travail et qui eh bien, clament leurs droits, tout simplement, et qui ont appliqué eh bien, les systèmes sur place. Donc, je suis vraiment fier de ce qu'on a réussi à accomplir jusque maintenant, depuis qu'on a démarré avec les communautés sur place. Je voulais aussi mentionner, pendant cette réunion, il faut savoir que les hommes, en particulier dans la communauté, eh bien, les chefs hommes ont été énormément de soutien. Donc, c'est pas que les femmes, hein, c'est vraiment toute la communauté qui s'est, euh, qui s'est unie, en fait, et qui a mené le travail ensemble. Les hommes, les femmes, les jeunes et les plus vieux, eh bien, c'est une communauté qui bouge ensemble. Et donc, je suis très reconnaissante de voir les hommes qui soutiennent le travail de nos femmes, en particulier dans la plantation d'arbres, par exemple, des arbres qui avaient été brûlés auparavant. Donc, il y a eu un travail de plantation. On a eu un énorme projet de plantation de plusieurs milliers d'arbres sur le site. Et tout ça, ça a été fait, eh bien, par le groupe en entier. Pour ce qui est du soutien, nous avons apporté aux communautés un certain soutien. On a voulu nous assurer que les femmes puissent bénéficier de tout le soutien dont elles avaient besoin, notamment en termes de compétences, en termes de leadership, de manière de diriger le travail. On a vraiment fait en sorte de les soutenir et de leur donner tous les conseils dont elles avaient besoin pour accomplir ce travail et les encourager. Je voulais aussi mentionner ici, pendant cette réunion, que le travail que les femmes conduisent a été reconnu au niveau national par les différents ministères, en particulier le ministère de l'Environnement et du Réchauffement climatique. Et donc, tout ça, ça a été reconnu et partagé notamment au niveau des plans nationaux pour la biodiversité. Donc, notre travail est reconnu par tout le monde ici dans notre pays.
à différents niveaux. Et ça, j'en suis très fier. Je suis très fier de faire partie de ce processus et de pouvoir aider les femmes à conduire ce travail essentiel. Et on a aussi le soutien d'un certain nombre d'organisations ici, dans notre pays. Il y a eu une couverture médiatique importante aussi de nos démarches, de notre initiative. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me les poser, mais je vais rendre le micro peut-être à Shoti et j'espère que j'ai pas pris trop de temps. Mais voilà un peu la mise à jour que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci Aïda de nous avoir rejointes et merci infiniment pour avoir partagé bien le travail qui est conduit dans ta région. C'est très inspirant. On va également mettre le lien vers l'étude de cas des îles Salomon, pardon, dans le chat et on vous invite à visiter cette page parce que cette étude de cas, eh bien, elle montre pourquoi c'est important que les femmes soient impliquées dans la restauration de leur forêt, notamment, mais également en quoi l'implication de la communauté globale, la communauté en entier, est importante et comment mettre en avant les femmes dans ces communautés permet de revitaliser les communautés entières. On va revérifier si Blondine est de retour, si elle est capable de prendre le micro peut-être, ou de mettre un message dans le chat pour nous indiquer ce qui se passe. Blondine, est-ce que tu es là? Ah, alors on peut pas t'entendre pour le moment. Ah, on t'entend mais très mal. Oui, je suis en chambre. Blondine, Blondine, si tu en es capable, eh bien tu peux prendre la parole pour présenter ton étude de cas. Euh, Alors la connexion semble mauvaise, on n'entend pas très bien. Je vais lui Est-ce que tu peux mettre un message? mon téléphone. Oui, désolé Blondine, on n'arrive pas à t'entendre Blondine, désolé. Est-ce que tu peux mettre un message dans le chat? Ah, c'est mieux. Blondine, donc ton internet a l'air un peu instable. Oui, Oui, on t'entend très mal, Blondine. C'est le souci pour le moment. Est-ce que tu peux mettre un message dans le chat, peut-être? Chouette. Ok, donc Blandine va essayer de se déconnecter et de se reconnecter. Pas de souci. Peut-être qu'on peut prendre le temps alors, pour faire une petite je, session de questions-réponses. Blandine, est-ce que tu as essayé de dire quelque chose? Ok, bon. En attendant que Blandine nous rejoigne, nous allons répondre à quelques questions. Je vais vous demander de lever la main sur le Zoom si vous voulez poser votre question en direct. Mais quelqu'un, Minal, voulait poser une question ou avait une question?
Est-ce que je peux poser la question? Ouais. Donc, des présentations très inspirantes, notamment du Myanmar, et je voulais demander qu'est-ce qui a mené à la décision de restaurer donc ces zones du parc pour la paix de Salween, et quelle est la nature légale, on va dire, de la communauté et notamment ses droits de propriété sur leur et de gouvernance sur leur territoire. Pourquoi? Comme nous ne le faisons, si nous ne le faisons pas, nous allons perdre nos ressources. Car comme dans certains endroits, les conflits continuent et les familles doivent fuir terre, leur terre. Et pour les nouvelles générations, elles sont incitées à participer et à donc documenter les connaissances, documenter les forêts et documenter pour que nous ayons un lot de publications qui va donc venir aider les communautés. Donc, ce n'est pas simplement pour préserver notre connaissance, c'est préserver notre connaissance, mais aussi la partager avec une autre génération. Donc, nous avons commencé à faire la recherche. C'était vraiment important d'avoir cette approche, car notre communauté a pu se renforcer et, euh, et mettre en place des lignes directrices politiques et voir, mettre le doigt sur la protection dont nous avons besoin. Et donc, c'est comme ça que nous avons fonctionné avec les peuples au sein du parc de la paix de Halloween. Donc, nous avons besoin de le faire. J'espère que cela répond à votre question. Je peux peut-être rajouter quelque chose sur la propriété foncière. Bonjour, je suis Lottie et je suis de Kitan pour répondre à la question sur les droits des communautés. Le parc de la paix de Salween n'est pas reconnu officiellement par le gouvernement de Myanmar. Et c'est très bien finalement parce que c'est une dictature militaire et c'est un gouvernement illégitime, si on peut l'appeler comme, si on peut même l'appeler un gouvernement. Donc le gouvernement n'a jamais reconnu le parc de la paix et non, le gouvernement n'a pas non plus reconnu les droits des peuples autochtones. Et ils ont déclaré les terres des peuples autochtones pour la loi coloniale. Ils ont déclaré les terres autochtones comme des friches ou qu'elles étaient vides. Et donc, nous travaillons pour faire reconnaître cette autochtone. Et les communautés où nous avons travaillé ont été inscrites et ils ont pu obtenir leurs droits collectifs entiers. J'espère que cela répond un peu à la question. Merci, Lottie, et merci, Tonita. Nous avons une question pour Aïda. Semina, est-ce que tu veux poser la question? Merci, Shruti. C'est juste une question et j'étais très curieuse. Je voulais savoir quel a été le plus grand défi pour NIPS dans le processus de restauration et dans les différents processus de restauration de façon générale. Aïda, est-ce que tu es là pour répondre? Merci pour la question. Il y a plusieurs défis que nous rencontrons en travaillant avec les communautés Hive.
L'un des défis, c'est la localisation géographique. C'est très haut dans la montagne et aussi le travail avec des experts, des botanistes et des personnes de la foresterie pour nous aider à fournir du technique, des conseils techniques. Nous avons souvent dû jongler avec leur disponibilité et cela a mis en retard notre travail, en plus de la localisation géographique. Et donc, dans la zone à Hagyu, il n'y a que deux ou parfois une rotation de transport. Et donc, voilà les défis que nous avons rencontrés pour Nix. Donc, nous avons essayé d'autres moyens pour faire face à ces défis parce que c'est vraiment sympa. Nous avons voulu nous y rendre, mais nous n'avons pas pu. Et donc, pour essayer de résoudre ces défis, nous nous sommes rendus là-bas et nous avons passé toute une semaine dans la communauté avant de revenir. Et donc, pour nous, en tant que NIPS, et pour soutenir la communauté et mettre en œuvre des activités, voilà, les défis principaux que nous avons rencontrés. Et nous avons aussi, nous avons dans la communauté des personnes qui sont aussi propriétaires fonciers. Et ils ont également apporté ou amené des personnes pour des consultations pour l'exploitation minière. Et donc, nous avons travaillé là-bas à Hagioulou avec des personnes où, euh, où nous avons eu des personnes intermédiaires qui sont venus dans la communauté pour parler de l'exploitation minière. Parce qu'il y a de l'exploitation minière qui est mise en place dans des zones très proches de la communauté. Donc voilà les défis que nous avons rencontrés. Merci, Aïda. C'est aussi un autre élément que nous avons compris lorsque lorsqu'une restauration est mise en œuvre, c'est que l'un des défis principaux, c'est que tous ces sites de restauration où vous avez réalisé tout ce merveilleux travail. C'est aussi un site de projet de développement, parfois. Ça peut être de l'exploitation minière, ça peut être des carrières, ça peut être des choses dans ce genre-là. Et les communautés sont donc en permanence menacées par ces projets de développement. Et donc, c'est quelque chose qui peut empêcher les communautés à continuer leur travail de restauration. Et donc, les communautés à travers le monde ont dû faire face à ça de façon répétitive et c'est pour cela que c'est important que nous reconnaissions ce fait-là lorsque nous allons soutenir un travail et que nous allons soutenir le travail de restauration dans une approche sensible au genre. Il est également important de soutenir que beaucoup des femmes qui font ce travail de restauration peuvent être là parce que c'est très éloigné, l'accès Internet n'est pas possible là-bas et c'est quelque chose, et donc le fait qu'elles puissent se joindre à nous grâce à ces défis. Et notre rôle est de faire le lien et de combler ces difficultés, justement. Et c'était un petit essai de pouvoir documenter, et grâce à ces documentations, construire le travail de restauration. Essayons de voir une dernière fois si Blondine a pu se joindre à nous. Est-ce que Blondine est là? Blondine, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît?
Blandine, est-ce que tu peux te dire quelque chose à ton micro? Ton micro a l'air fermé. On ne t'entend pas. Ah non, ton micro est ouvert, mais on ne t'entend quand même pas. Malheureusement, Blandine, on ne peut pas t'entendre. Amina, est-ce qu'on peut voir si je peux parler avec Blondine? Tu me le dis. Et donc, pour faire un résumé du travail qui a été mené au Cameroun, sur lequel vous pourrez d'ailleurs en lire davantage, car elles sont à la fois en anglais et en français. Les liens seront partagés sur le chat. Au Cameroun, l'étude de cas parle de la restauration de mangroves. C'est à Londres où ces femmes ont été en capacité de restaurer des forêts de mangroves. Vous pouvez le voir sur les photos. Elles ont créé des couveuses à- avec des petites plantations de mangroves et j'espère que Blondine va pouvoir se joindre à nous pour en parler. Et de façon générale, ils ont aussi pu développer un projet. Vous pouvez voir donc en bas à droite, c'était la mangrove avant qu'elle soit restaurée. Et vous pouvez voir qu'elles ont créé des serres, ils ont mis en place des boutures pour restaurer. Ils ont pu cartographier les différentes boutures et pousses de mangrove qui avaient pris place. Je ne sais pas s'il y a une autre photo que l'on pourrait montrer. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Mm. Et c'est aussi un défi comme un enseignement, c'est que parfois, lors des marées hautes ou des marées basses, les personnes au Cameroun, à Londres, vont devoir attendre que la marée soit basse pour pouvoir aller planter ces pousses de mangrove. Donc là, vous pouvez voir les tiges verts, vous pouvez voir toutes les petites plantations qui sont en train d'être mises en œuvre. L'une des choses positives, l'un des impacts positifs de ce projet, c'est le retour de poissons suite à ces plantations. Et c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Je crois que Blondine nous a rejoints et elle pourrait nous partager mieux l'histoire que moi. Est-ce que Blondine peut se joindre à nous? Malheureusement, cela ne marche pas pour Blondine. Donc, nous allons partager la présentation que nous a envoyée Blondine avec chacun d'entre vous. En attendant, nous allons passer à la prochaine partie de notre programme sur le, le lancement officiel de cette plateforme, qui est donc le résultat de tous ces travaux. Et je vais donc repasser la parole à Mrinali. Je te passe le micro, Mrinali. Merci, Shruti, merci à tout le monde. Et nous voyons
voici la réalité aussi. Nous pensons que quelque chose est simple, mais voilà, l'accès à Internet n'est pas simple. Et surtout lorsque nous essayons d'amplifier la voix et de renforcer la voix des projets de base. Et c'est voilà un apprentissage pour nous. On regarde vraiment deux, deux, deux aspects, le changement et comment permettre à ces changements d'être communiqués. Et donc, nous rencontrons toujours des difficultés et cela a des impacts sur la participation et sur le fait de pouvoir entendre ces voix et de participer aux discussions autour de la conservation et de la restauration. Et donc, maintenant que nous avons reconnu ces difficultés, je voudrais prendre quelques minutes pour remercier ces six sites qui ont été notre partenaire dans ce voyage pour pour la mise en place de cette plateforme. L'idée pour Women for Biodiversity, c'était de voir qu'il y avait une lacune sur la documentation de nous avons Blondine qui est connectée et après nous reviendrons. Blondine, Yes, merci d'être thank avec you. nous. Ah, ok, merci aussi à vous. Bonjour. Désolée pour la technologie au Cameroun. Bon, j'espère que je peux présenter maintenant mon travail ou bien l'activité qui se déroule à Londi. C'est prêt? Vas-y, Blandine. Ok. Merci beaucoup d'être patient. Je vais devoir présenter. Dans le cadre de notre étude de cas, nous aurons besoin nous allons faire un petit résumé de notre projet. Et dans le cadre de ces résumés, nous allons présenter le contexte. Nous allons présenter les principales activités qui ont été menées. Nous avons également ce qu'on appelle le cadre global de la biodiversité. Nous allons en grand 3, nous allons présenter les défis et les impacts, les défis, l'impact et les leçons apprises que nous avons vécues tout au long de la mise en œuvre de cette initiative. Puis à la fin, nous allons avoir une conclusion et des recommandations. La deuxième diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Thank you. Vous savez, le REFACOF a une organisation partenaire qu'on appelle Cameroun Écologie. Et depuis plusieurs années, Cameroun Écologie a travaillé à Londi dans la restauration des mangroves. Et c'est de là que part l'inspiration de REFACOF, de continuer avec les femmes de Londi dans la protection et la conservation de cet écosystème. Puisque Londi est une banlieue urbaine qui est en perpétuelle dégradation à cause de l'avancée de la mer et aussi à cause de l'urbanisation. Alors, on a pensé, lorsque Women for Biodiversity nous a donné cette opportunité, on a vu que nous pouvons amener ce projet dans la communauté de Londi, car c'est une communauté qui nous connaît très bien et qui sait qu'on peut les accompagner dans la restauration de leur écosystème. C'est la raison pour laquelle le projet GBJK a ainsi permis de poursuivre le reboisement des mangroves avec les femmes de Londi. C'est ça la situation de référence. Donc, ça fait plusieurs années que nous y travaillons et grâce à cette initiative, cela nous a permis de réveiller
ceux qui dormaient déjà à Londres, car la communauté avait besoin d'un coup de pouce pour permettre de continuer dans cette lancée. Next. Comme vous le savez bien, Londres, je vous ai dit, Londres est dans Kribi deuxième, le département de l'océan. Londres est appelé le village des pêcheurs parce que c'est une zone essentiellement, oui, yes. La communauté est composée des autochtones, des Batangas, et les premiers arrivés là-bas, c'était les Bakoko. Donc, là-bas, à Londres, la population est près de 500 personnes, dont 8 personnes par ménage. Next. Next, again. Ça, c'est la carte de Londres. On n'a pas besoin de la présenter. Voilà. Les causes qui ont permis de penser à ce projet, c'est quoi? C'est Blandine, les ton causes micro est naturelles. fermé. Nous avons la hausse de la température, les orages inhabituels, la baisse des précipitations, les inondations. Nous avons également les causes anthropiques, c'est-à-dire les causes, la pression démographique, l'exploitation anarchique du bois de mangrove et la pêche non conventionnelle. Lorsqu'on parle de la pression démographique, nous avons la population, la croissance des êtres humains qui croît beaucoup. Il y a environ 10 ans, la communauté de Londres n'était pas très peuplée. Aujourd'hui, on va trouver 8 personnes par ménage. L'exploitation anarchique de la bois de mangrove, car la communauté de Londres étant une communauté de pêcheurs, elle utilise, surtout les fumeuses de poissons, utilisent le bois de la mangrove anarchiquement pour le plumage de leurs poissons. Parce que les raisons qu'ils avancent, c'est quoi? Le bois de la mangrove est un bois qui donne une bonne texture aux poissons. Alors, ils utilisent ce bois pour leur fin. Nous avons également les pêches non conventionnelles, c'est-à-dire les pêcheurs pour capturer beaucoup de poissons utilisent très souvent des produits toxiques qui tuent en masse le poisson. Et là, ça permet ça aide à la biodiversité de se dégrader rapidement, ce qui n'est pas très bien pour cette communauté. Next. Next, please. Alors, les groupes cibles de dans le cadre de ce projet, nous avons les femmes, les jeunes, les femmes, surtout les femmes pêcheurs, les hommes pêcheurs, les jeunes. Et parmi ces jeunes, nous avons des groupes d'initiatives communes, nous avons les associations des femmes, nous avons le réseau des femmes rurales, nous avons les groupes d'initiatives communes, les reboiseuses de Londres. Nous avons les membres de REPACOF et les Women Major Group. L'objectif du projet était de renforcer les approches de restauration des écosystèmes sensibles au genre dans les objectifs nationaux et les engagements internationaux, en contribuant au débat politique pertinent avec un accent particulier sur les efforts de restauration. De manière spécifique, il était pour nous de partager l'état de prise en compte de la dimension genre dans les documents de politique de biodiversité du Cameroun, d'où le document MBSAP de l'étude qui a été menée par la consultante. Un autre objectif était d'informer et de sensibiliser les femmes rurales de Londres, les associations communautaires et les organisations de la société civile dans la connaissance, dans la vulgarisation du concept de biodiversité, du cadre mondial, du lien entre le genre et la biodiversité, la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, le lien entre biodiversité et changement climatique. Et enfin, nous avons soutenu les femmes rurales de Londres dans cette initiative de restauration en les accompagnant à mettre en place des pépinières et en les accompagnant à reboiser cet espace dégradé. Next.
Les principales activités étaient les suivantes. La réalisation d'une étude, comme je l'ai bien dit, de l'étude NDSAP, l'organisation des formations participatives sur le genre, les changements climatiques et la biodiversité, la restauration des espaces dégradés de mangroves, de l'ONU, la préparation et organisation des visites d'échange, l'organisation d'un atelier national de présentation des résultats du projet. Donc, nous avons eu 5 principales activités. Next. Les résultats que nous avons obtenus au cours de de la mise en place de ces activités. Nous avons eu 5 principaux résultats également. La place du genre dans les politiques de biodiversité au Cameroun est documentée, donc le document juridique est disponible. Et la connaissance, nous avons organisé une réunion technique pour l'amélioration de ce document qui a été fait en avril de l'année dernière. Les connaissances et la compréhension des femmes sur le mécanisme lié à la biodiversité ainsi que sur le lien entre biodiversité et les changements climatiques sont améliorées. 3 sessions de formation ont été organisées dans les communautés, principalement à Londi, qui était la communauté bénéficiaire. Puis nous avons pris les bénéficiaires indirects, qui sont la communauté de Kouma et de Mbamblé. À cet effet, 90 personnes, dont 20 hommes et 70 femmes, parmi lesquelles les jeunes, ont été formés sur la biodiversité, le genre et le changement climatique. Les communautés des bénéficiaires, les femmes leurs techniques ont été renforcées dans le domaine du reboisement. Next, please. Au total, 5000 plants de paludistes ont été plantés dans la zone dégradée de Londi. Après avoir fait une cartographie, nous avons identifié près d'1 hectare et nous avons planté 5000 plants. 3 visites d'échange ont été 3 visites d'échange et le partage d'expérience entre les femmes sur les initiatives de restauration des mangroves ont été bénéficiées aussi par le RECAFOP. Et il y a eu une visite à Chaïman où Rose Pélagie Masso, Madame Masso, Rose Pélagie nous a représenté. Nous avons eu une visite au Kenya où moi-même personnellement j'ai participé. Et une autre visite qui a été organisée au Cameroun en juin dernier où l'équipe de Women for Biodiversity. Dommage que le Kenya n'avait pas été représenté. Alors, voilà ce que nous avons eu comme résultat. Next. Voilà. Quels sont les défis, les impacts et les leçons apprises dans le cadre de cette initiative? Il convient déjà de relever que travailler dans la mangrove est un défi en soi. En plus de ce défi naturel lié à la nature de l'écosystème, nous avons d'autres défis. Il y a par exemple la mobilisation des ressources financières pour accompagner les initiatives de reboisement. Nous avons également la lutte contre les espèces envahissantes comme le palmier nipa. Le palmier nipa est une végétation qui pousse également dans la mangrove. Lorsque celle-ci est dégradée, ce sont les plantes qui prennent place, ce sont ces plantes qui prennent place. Nous avons également les intérêts divergents des communautés et des populations et l'influence des élites. Par exemple, à Kribi, ou bien à Londi, nous avons l'influence des élites comme c'est une zone touristique. Plusieurs élites affluent pour chercher des espaces pour construire de très grands hôtels attrayants. Nous avons la mobilisation des ressources financières pour le développement des activités génératrices de revenus au profit des populations. C'est-à-dire, en dehors de l'activité de la pêche, les femmes ont émis un appui sur leur accompagnement dans la mise en place des activités génératrices de revenus. Comme leçon apprise sur l'égalité homme-femme, nous sommes partis de l'expérience. Nous sommes partis
de l'expérience de Cameroun Écologie, membre de CACOF qui travaille avec les communautés de Londres depuis plusieurs années. Next, please. Après cela, nous avons organisé une visite d'information qui a été organisée à Londres et les groupes de femmes ont indiqué qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes et de nouveaux groupes qui se sont créés dans le milieu. La cartographie rapide a été réalisée, a permis de répertorier les nouveaux groupes composés d'hommes, de femmes, de jeunes. Le but était de mettre en évidence les approches fondées sur le droit de l'homme et sensibles au genre pour intégrer l'équité des genres dans la gouvernance de la biodiversité. Au cours de la réunion de lancement, toutes les parties prenantes étaient conviées, à savoir les associations des femmes fumeuses de poissons de Londres, Logique Mangrove, les jeunes exploitants du bois de mangrove, les jeunes pêcheurs, etc. Grâce à l'information et à la sensibilisation permanente et transversale tout au long du processus, toutes les personnes désireuses de participer au projet ont adhéré au processus et leur participation a été massive et remarquable. Next, please. Comme impact, le projet Culture Résilience en Early Gender Approach a été mis en œuvre avec succès. C'est une initiative qui a été très bien accueillie par l'ensemble des populations du Londres. L'étude sur l'analyse du plan stratégique et national pour la biodiversité et l'analyse de prise en compte du genre des politiques de biodiversité au Cameroun a été très bien accueillie par le gouvernement camerounais. De plus, le résultat de cette étude a permis au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable d'actualiser le NBSAP du Cameroun, ce qui nous a marqué lors de l'atelier national de présentation des résultats du projet. Next, please. Blondie, désolé, mais euh, le webinaire va se terminer. Donc, est-ce qu'on peut conclure? Mais merci beaucoup. Je suis désolé de te couper, mais le webinaire se termine. Merci beaucoup, Blandine. Merci de nous avoir rejoints malgré les soucis techniques. C'est super d'avoir pu t'entendre. Je retourne vers Mrinalini, pardon, pour conclure et on prendra ensuite une photo de groupe peut-être. Merci, Shruti. Je suis heureuse d'avoir pu entendre Blandine aussi. Merci. Euh, j'ai juste besoin de quelques minutes pour terminer. Et donc, très heureuse d'avoir cette opportunité d'effectuer donc ce lancement de la nouvelle plateforme qui se base sur bien le rapport des 3 dernières années de travail. Et ça permet de voir quels sont les besoins des communautés et qu'on a besoin d'étendre de cette plateforme à plus de partenaires et plus d'alliés qui sont impliqués dans la restauration des écosystèmes. Donc, Restore Her Rights, c'est donc la plateforme qui a été utilisée jusque maintenant et on va continuer à développer la plateforme pour inclure encore plus d'études de cas, encore plus
d'expérience. Donc, juste pour partager très rapidement les objectifs du projet, nous avons les mêmes objectifs pour cette nouvelle plateforme. Un des objectifs, c'est de promouvoir les droits. Et donc, vous avez vu avec tout ce qui était partagé aujourd'hui, il est important d'avoir plus de revues, par exemple des plans nationaux, d'analyser les droits de nos partenaires. Et donc, très rapidement, là, je vais aller très rapidement, mais on va partager tout ça avec vous. Donc, promouvoir les droits, pardon, et s'assurer qu'on puisse amplifier les initiatives qui permettent l'accès des femmes dans les droits à restaurer leurs écosystèmes. Un autre objectif, c'est de célébrer, de mettre en lumière et d'amplifier l'impact des femmes pour tout ce qui est tout ce qui permet de progresser au niveau social, culturel et économique. On va continuer à collaborer en échangeant des connaissances, en partageant nos expériences et en vous invitant à contribuer à ces dialogues. Et le quatrième objectif, c'est de permettre de d'améliorer donc la prise de pouvoir des femmes dans ces processus. Et donc à travers le partage d'outils, de ressources, etc. Les éléments clés, alors que nous nous embarquons nous avons embarqué dans ce projet il y a 3 ans et on a pu développer ces outils formidables pour toutes ces femmes qui conduisent un travail fantastique sur le terrain. Et on a vraiment essayé de voir ce projet comme un hub pour le plaidoyer à travers un certain nombre de campagnes et de partenariats. On a réussi à produire un certain nombre de visuels, de graphiques. Et ça fait partie donc du storytelling aussi. Comment est-ce qu'on peut visualiser les ressources et tous ces rapports, par exemple, qui peuvent être parfois un petit peu ennuyeux à lire. Comment est-ce qu'on peut les simplifier, les narratifs? On peut simplifier les données et ces rapports pour les rendre plus faciles à partager sur le terrain et qu'ils puissent être compris plus facilement. Ce projet, c'est aussi un centre de ressources pour l'apprentissage et ça nous a permis donc d'informer aussi les discussions nationales par rapport au processus du CDB et ça a permis ce travail de terrain. Et encore une fois, c'est une plateforme d'échange entre communautés également, donc vraiment un espace d'échange interculturel qui favorise la solidarité et qui permet d'offrir un forum pour un certain nombre de discussions et de débats très importants. La dernière slide, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la slide? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, donc, la dernière slide, pour toutes les personnes qui nous ont rejointes aujourd'hui, je vous invite à rejoindre la nouvelle plateforme. Il y a plus d'informations que nous allons partager rapidement. Il y a un QR code qui est présenté ici sur l'écran. Donc, on vous invite à nous rejoindre et à partager votre voix, votre expérience. Il y a une news flash aussi que nous allons produire. On vous invite à y participer. Donc, envoyez-nous des emails à l'adresse qui se présente ici à l'écran, restoreherrights@womenforbiodiversity.org. Et nous allons partager de toute façon plus d'informations en 2025. Mais je voulais encore une fois remercier tous les partenaires qui ont fait partie du processus, qui ont aidé à construire la base de ce réseau, qui nous a permis de comprendre ces histoires de résilience, de comprendre les défis auxquels vous faites face
Et donc c'est vraiment le début de quelque chose de fantastique et on va continuer à construire et à bâtir et à renforcer cette plateforme pour permettre de soutenir encore plus le travail sur le terrain. Donc on a un certain nombre d'années encore pour développer cette plateforme et pendant le processus, eh bien nous allons partager toujours plus d'histoires, toujours plus d'études de cas et d'histoires de succès. Donc merci à toutes, merci à tous de nous avoir rejointes et de faire partie de ce processus. Je vais maintenant rendre la parole à Shruti parce on a dépassé. Merci. Merci d'avoir été concise et brève. Je vais maintenant vous laisser et vous remercier. Mais peut-être que vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on puisse prendre une photo. Et donc, on vous invite encore une fois à allumer votre caméra pour pouvoir prendre une photo. Juste rapidement. Voilà. On va vous dire. Alors, est-ce que vous êtes prêtes et prêts? À 3. Désolé, j'ai un petit souci technique, mais 1, 2, 3, souriez. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Merci aux interprètes, merci à Blandine et à tous les autres participants.